Place à l'actu décalé du jour au travers d'un communiqué en date du 28 janvier 2024. Burkinabés, Maliens et Nigériens ont appris sur leurs chaînes de télévision respectives l'annonce du retrait de leur pays, de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, retrait sans délai. On en parle donc dans l'actu décalé du jour avec Hamzat Abdoulaye qui finalement s'est assis à ma gauche et Olivier Michel de Compose qui s'est assis à ma droite. On a inversé. Voilà. C'est la nouvelle année, donc on prend de nouvelles habitudes peut-être. Hamzat Abdoulaye, retrait donc de ces 3 États de l'Alliance des États du Sahel, de la CEDEAO, en tout cas une annonce de retrait. Surpris ou pas par cette annonce? Oui, j'avoue, je suis surpris par le timing de cette annonce. C'est vrai que dans nos analyses, on voyait peut-être la chose venir, mais pas aussi rapidement. Et c'est peut-être lié à un coup émotionnel, eu égard à la succession des événements entre la CEDEAO et ces 3 États, et particulièrement contre le Niger. Il faut se rappeler qu'aux premières heures de la crise, surtout au Niger, dans le mois de juillet 2023, on avait une crise de confiance qui s'est installée au sein de la CEDEAO et particulièrement entre ces 3 États et la CEDEAO. Et la crise de confiance est allée à son terme au point où, moi j'appelle cela la porte de non-retour. On a franchi la porte de non-retour à partir du moment où la CEDEAO a estimé qu'à un moment, elle pouvait agresser militairement le Niger pour rétablir le président démocratique et rétablir surtout l'ancien président Bazoum. Donc ça, c'était le point de non-retour. Alors, tout ce qui a suivi après, c'est je vais dire, c'est juste un supplément qu'on a eu à suivre. On va parler de série d'actions peut-être pour faire le lien avec un schéma narratif. Alors, moi, je pense que le Niger a joué un rôle clé dans ce retrait. Parce qu'il faut rappeler que le Niger, avant ce communiqué télévisé, était toujours en négociation. En tout cas, était en tentative de négociation pour la levée des sanctions. On a d'ailleurs vu que sur ces dernières semaines, la CEDEAO a revu un peu sa position vis-à-vis du Niger. Oui, et dans la mesure où la CEDEAO avait accepté la main tendue du Niger. Mais au pouvoir. Les choses sont allées très vite la semaine dernière quand il y avait à Niamey une rencontre prévue entre la CEDEAO avec en tête de mire la Troïka qui devait déléguer des responsables, notamment les ministres des Affaires étrangères de la Sierra Leone, du Bénin, l'ancien président du Nigeria et justement le ministre des Affaires étrangères du Togo. Donc le jeudi 25, devait avoir lieu cette rencontre très importante, on le sait, pour le Niger et également pour la CEDEAO. Mais malheureusement, eu égard à certaines circonstances, notamment une part technique et à la divergence des informations, cette rencontre n'a pas eu lieu et je pense que le régime nigérien ne l'a pas du tout accepté et ça a été le nœud qui a conduit à cette déclaration le dimanche. Cela voudrait dire une chose très importante, c'est que dans sa dynamique de refouler les coups d'État militaires, la CEDEAO n'a pas utilisé les bons moyens pour suffisamment impacter et pour suffisamment se faire comprendre. La deuxième chose, et je finirai là-dessus, c'est que les États se sont sentis lésés. Ils se sont sentis incompris parce qu'ils disent qu'ils revendiquent une certaine souveraineté. Avancé d'ailleurs au travers du communiqué. Exactement. Et ils se disent, au nom de cette souveraineté qu'ils revendiquent, la CEDEAO ne comprend plus ou n'assimile plus ce qu'était le panafricanisme à l'époque des années 75 ou 70 où c'était s'unir pour contrer une force étrangère. Et aujourd'hui, visiblement, la CEDEAO, pour eux en tout cas, est sous mandat d'une puissance étrangère. Ce qu'on peut comprendre, parce qu'entre 1960 et
enfin 2020-24, on peut dire qu'il n'y a pas eu véritablement un développement conséquent dans les pays, non seulement au sein de la CEDEAO, mais également au sein de l'Union africaine. Et ça, c'est quand même des choses inquiétantes qu'il faut parfois relever et se dire peut-être c'était le bon moment pour partir. Peut-être est-ce le bon moment ou pas. On reviendra sur ce pan de la question. Olivier Michel de Campos, les États donc, du Sahel, de cette fameuse alliance du Sahel, annoncent donc le retrait de la CEDEAO dans un contexte où, comme je le disais tout à l'heure, on avait l'impression quand même que oui, avec le Niger notamment, sur ces dernières semaines, les choses semblaient évoluer positivement. Peut-être et même avec le Mali aussi, quand même. Pas forcément, peut-être juste une impression, mais lorsqu'on analyse dans le fond, on se rend compte que le nœud principal était bien là et aurait fini par créer des problèmes. Et ce nœud, ce n'est rien d'autre que la question de la durée des transitions, puisque ça fait partie des pierres d'achoppement qu'il y a eu dans les négociations avec le Niger. Et ça vous rappelle également qu'il y a d'autres pays comme le Mali, le Burkina, la Guinée, qui ont pris des engagements aussi similaires par rapport à la durée de leur transition. Donc là se pose le véritable, en tout cas l'un des problèmes qui ont peut-être suscité cette décision, ou en tout cas le timing de cette décision. Parce que comme le disait mon confrère, on savait que ça allait arriver avec tous les signaux d'alerte qu'on avait, on savait que ça pourrait se faire, mais c'était le quand. Le quand ça pourrait réellement se faire, c'est-à-dire le moment où on allait assister à cette désintégration-là, en tout cas ce début de l'intégration voilà, de la CEDEAO, eu égard donc à tout ce qu'il y a eu comme on va dire, manquement ou peut-être non prise en considération suffisamment de certains paramètres. Et je vous rappelais, je disais souvent sur ce même plateau que dans les décisions que devait prendre la CEDEAO, il fallait qu'elles soient pragmatiques et constructives. Et malheureusement, tout au long de cette crise à répétition, on n'a pas vu ce pragmatisme, on n'a pas vu cette productivité-là, cette volonté de construire les relations, mais on a plutôt vu des principes mis en avant, mais qui ne sont pas forcément toujours respectés par ceux-là même qui promeuvent donc ces principes-là, ce qui crée donc une crise de crédibilité et de légitimité même de la CEDEAO à vouloir imposer certaines directives à certains États qui sont donc qui se retrouvent dans des situations qu'on qualifierait d'en marge des tests, en tout cas si on doit se conformer aux tests. Donc on se retrouve donc avec une situation pareille où finalement maintenant il va falloir gérer cette crise, si on peut l'appeler ainsi. Et c'est quand même intéressant lorsque vous lisez un peu le communiqué de la CEDEAO qui laisse la voie ouverte. Et qui se dit prête justement à une solution négociée. À une solution négociée. Et également quand on fait le parallèle avec la procédure, parce que c'est vrai que dans la déclaration lue par les autorités donc, de l'AES, on parle d'un retrait avec effet immédiat. Mais on sait tous que voilà, les tests prévoient quand même une procédure. Tout est question de mécanisme et de procédure. Donc, il faut quand même une année avant que cela ne soit effectivement d'actualité. Mais ce qui est important et intéressant à observer, c'est que cette année dont on parle là a pour objectif de négocier, de tenter voilà, de sauver la situation, de concilier, peut-être ramener cela à la table de négociation. Et là se trouve justement la difficulté ou le paradoxe, parce que la CEDEAO va à la fois devoir négocier pour peut-être maintenir ces États-là, mais en même temps être ferme, par exemple sur la question de transition de la durée, qui justement constitue l'un des éléments qui les font partie aujourd'hui, si on doit prendre cet aspect-là uniquement, parce qu'il y en a d'autres. Donc ça va être assez difficile pour la CEDEAO de mener cette négociation-là pour maintenir donc ces différents États-là tout en gardant la posture de la négociation. Et donc là où peut-être la solution pourrait venir, c'est peut-être dans les relations bilatérales qui vont devoir s'intensifier. Parce que, bon, peut-être qu'on en reviendra dans la suite de l'émission, mais avec cette décision-là de sortie, cela va remettre en perspective
pratiquement tout le fonctionnement de la sous-région. Parce qu'il y a quand même tout un tas de mécanismes d'intégration qui font qu'il y a une interdépendance assez importante, non seulement entre ces États, mais également entre les populations et tout un pan de l'économie de ces différents États-là. Et ce qui est important, peut-être pour finir sur ce point, et qu'on entend beaucoup aujourd'hui, tout le monde parle des conséquences pour le Mali, le Burkina, le Niger. Mais on oublie que c'est recto verso, c'est un cercle. C'est l'interdépendance. C'est l'interdépendance. Donc les conséquences pour le Mali, pour toute la sont communauté. des conséquences pour les autres Bénin, aussi. pour parce que, la Côte d'Ivoire, pour le Togo, et j'en passe. Il ne faut pas voir ça juste du point de vue des autres, mais il faut le voir aussi, parce que si on empêche peut-être un Malien de venir au Bénin par mesure de réciprocité, le Bénin, le Mali également empêche le Béninois d'aller au Mali. Donc, c'est quelque chose qui va devoir se négocier au cas par cas, et comme l'ont fait, je pense, plusieurs autres pays. On se souvient bien du Brexit, du Royaume-Uni, de l'Union européenne, qui a donné lieu donc à la suite à des accords bilatéraux avec les différents partenaires pour reconstruire un peu toute l'architecture de coopération et donc continuer d'avancer vers le développement. Et peut-être ce sera certainement la même démarche qui va se concrétiser ici. Dans ce cas-ci. Une décision d'humeur, vous le disiez, Hamzat Abdoulaye, sauf que hier, le Mali a réaffirmé cette position en adressant un courrier de manière formelle à la communauté, à la CEDEAO. Il fallait que, eu égard au test, bien entendu, il fallait que chaque État annonce de façon formelle sa sortie de la communauté. Mais quand je parle de l'émotion, il n'y a pas eu que de l'émotion. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont déroulées en 2021 surtout et 2024 qui montrent une nouvelle fois que la communauté a eu quand même des moments d'à peu près. Et dans le multilatéralisme, quand il y a ce genre de moments, ça fragilise forcément la cohésion autour de la question de l'Union. Mais ça, c'est une chose. Mais l'autre chose aussi qu'on n'évoque pas assez, c'est que le multilatéralisme de la CEDEAO, enfin, il y a de bonnes choses, il y a eu de très bonnes choses dans ce multilatéralisme. On peint souvent en noir la CEDEAO, mais en matière d'intégration, la CEDEAO n'a littéralement rien à envier à l'Union européenne. Par exemple, en matière de la libre circulation et des personnes et des biens, la CEDEAO, sur 49 ans, a fait d'énormes progrès qui sont significatifs pour les économies de chaque pays membre intégrant de cette communauté. Il reste beaucoup de choses à faire, je suis assez d'accord avec vous, mais il faut rappeler que la CEDEAO a eu des aspects vraiment positifs qu'on doit souligner. Et je pense que, en évoquant tout à l'heure ce que perdent ces États en quittant officiellement la CEDEAO, ça va être ses avantages, évidemment. Mais la sortie de ces États de la CEDEAO ne veut pas dire non plus que c'est la fin du multilatéralisme ou c'est la fin de la géopolitique ou la fin de la diplomatie. Encore plus dans un contexte où on parle de la mondialisation. Où on parle des défis liés à la sécurité ou à la lutte contre le terrorisme. Il est important et fondamental dans l'intérêt de tous les États de nourrir désormais des relations bilatéraux. Et ça va être, je vais dire, un plan à mettre en œuvre par chaque État. Alors, en parlant de chaque État, je ne vais pas obnubiler la question du Bénin. Le Bénin détient des intérêts. Et il faut être clair là-dessus. En matière de géopolitique, en matière de diplomatie, il n'y a pas d'enfant de cœur. Il n'y a que des intérêts. Et ça, on doit être clair là-dessus. Si à un moment, le multilatéralisme met en péril nos intérêts, il est très important qu'on puisse recentrer l'Église au centre du village, c'est-à-dire on préserve nos intérêts en fonction de ceux qu'on a en face. Et si aujourd'hui, vous pensez que c'est ce que font aujourd'hui ces trois États? C'est ce que fait aujourd'hui le Togo depuis le début de la crise. Depuis 2021, vous allez comprendre que le Togo, même si elle est partie, moi j'appelle pas ça une position floue, c'est une position assez claire, c'est-à-dire sauvegarder ses intérêts vis-à-vis de ces États, parce que le Togo tirerait profit de ces États, et c'est ce qui est normal, puisqu'en matière de diplomatie, il n'y a que des intérêts qui priment. Et je pense que beaucoup de chefs d'État au sein de la CEDEAO ne l'ont pas tout de suite assimilé au nom justement de cette intégration sous-régionale, au nom justement de ce multilatéralisme. Un bon enfant. Exactement, et quand on suivait les déclarations des ministres des Affaires étrangères
étrangères du Nigeria et même du Bénin aussi, vous allez comprendre que c'était au nom de cette communauté. Mais en omettant que nos intérêts prime avant toute chose, parce que dans le jeu des intérêts et dans le jeu des rapports de force, il faut sauvegarder absolument nos priorités. Et quelles sont nos priorités aujourd'hui? Quand on évoque le port de Cotonou, ces États sont des États enclavés. En réalité, on gagne énormément à sauvegarder les intérêts bilatéraux entre ces États et nous, en réalité, puisque leur port, de façon significative, se retrouve dans notre port. Donc, ça a été l'une des mauvaises gestions de la chose. Mais ce n'est pas encore la fin de l'histoire. Et espérons que les dirigeants puissent saisir le véritable moment pour amorcer les meilleures choses par rapport à la gestion de cette crise. Mais je finirai là-dessus en disant une chose très importante, c'est que la CEDEAO, depuis le début de cette crise, avait pris un risque énorme. Et je le disais et je le répète, elle s'est tirée toute seule une balle dans le pied. Aujourd'hui, la blessure dans le pied est gangrénée, il faut être sûr. Et on est arrivé à un terme où il va falloir peut-être couper cette jambe pour pouvoir avancer. Et je le répète, ce n'est pas la fin du monde. Même avec sans ces États, la CEDEAO doit continuer à vivre, mais il faut le dire clairement, ça risque d'être très difficile. Encore plus sur le plan du défi sécuritaire, la CEDEAO n'a pas marqué beaucoup de points. Et dans le communiqué télévisé en question, ils l'ont dit, la lutte contre le terrorisme et contre l'insécurité n'a pas vraiment été une priorité pour la CEDEAO. Et même si la CEDEAO a eu un certain allant pour essayer de faire certaines choses, notamment avec l'initiative d'Accra qui aujourd'hui est paralysée, en état de mort cérébrale. Donc c'est pour dire que fondamentalement, ces États cherchent de meilleures choses, ces États cherchent de meilleurs partenaires, et ces États, dans la quête de sauvegarder bien entendu les intérêts, ils veulent voir mieux ailleurs. Espérons que les choses se déroulent bien. En espérant que le meilleur se trouve éventuellement ailleurs. En vertu du traité de l'organisation sous-régionale, vous le disiez, Olivier Michel de Campos, cette décision de retrait ne peut s'appliquer que dans un an, à proprement parler. En attendant, à quoi est-ce qu'on pourrait assister? Oui. Là, on va parler de conséquences. Oui, tout à fait. Et comme j'avais commencé déjà par l'évoquer, avant d'en revenir à cela, les conséquences qui seront certainement partagées. Vous savez, aujourd'hui, pour ma part, la lecture que j'en fais, il sera assez difficile de prédire véritablement quels seront les impacts, en tout cas en termes de conséquences réelles. C'est vrai, il y a des conséquences qu'on peut voir là tout de suite, qu'on peut anticiper, qu'on peut prévoir, qui sont de l'ordre donc du potentiel, qu'on peut voir, c'est-à-dire tout ce qui a rapport avec la libre circulation des personnes et des biens, voilà, l'augmentation des tarifs, parce qu'il y aura les prix des marchandises, parce qu'il y avait des préférences tarifaires, douanières. Voilà, donc il y a ces conséquences-là qu'on peut voir tout de suite. Pour faire simple, l'Orient risque de redevenir encore le prix, voilà, risque d'augmenter encore au Bénin. Certainement, et d'autres denrées également que nous importons de ces pays-là. Voilà. Donc il y a de ces conséquences-là qu'on peut prévoir, qui sont assez simples à prévoir. Et puis il y a ces conséquences-là qu'on ne pourra véritablement évaluer que lorsque la décision serait effectivement, si on en arrivait à ce stade-là où la sortie est actée et véritablement. Et pourquoi est-ce que je prends cette réserve-là? C'est parce que lorsque vous observez un peu, depuis que tout ça a commencé, bien plus en avant, mais déjà avec le cas du Mali, lorsque des sanctions avaient été prises contre le Mali, assez inédites pour l'époque, on avait annoncé que dans quelques semaines, le régime allait tomber, la population allait se soulever et puis que ce serait la fin. On n'a rien vu. Ensuite, il y a eu le Burkina, il y a eu la Guinée, il y a eu le Niger. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'il y a aujourd'hui des mécanismes qui permettent à ces États-là de pouvoir s'en sortir, même si ce n'est pas facile pour la population voilà, de ces pays. Mais c'est pour dire que il n'y a pas d'effet immédiat de ces mesures-là sur ces pays. Ça, c'est le premier point. L'autre point également, c'est que vous observerez que récemment, l'exemple est là, que les divisions au sein de la CEDEAO même
ont permis à ces pays, en tout cas au Niger, parce que c'est cet exemple-là que je veux prendre, ont permis au Niger de contourner en quelque sorte les mesures qui avaient été prises contre elle. En l'occurrence, la posture qui a été celle du Togo. Et donc, vous avez cette dynamique-là qui a été observée. Et bien avant ça, il y avait eu avec le Mali ou le Burkina les attitudes d'autres pays comme la Guinée qui avaient ouvert son port et permis donc l'acheminement des marchandises. Et également la Mauritanie et l'Algérie qui avaient refusé à l'époque de... Donc, il y a à la fois les divisions internes à CEDEAO qui font que des membres vont certainement choisir des postures différents. Et vous avez les États voisins, les États non membres de la CEDEAO qui également ne suivent pas forcément. Ça fait que les conséquences vont devoir être appréciées véritablement au moment où on pourra vraiment parler de retrait. Parce qu'aujourd'hui, il sera assez difficile de dire concrètement de façon vraiment avec une certitude, quelles seront vraiment ces conséquences. Et l'autre élément, donc, c'est ce qui est important et que j'avais commencé par aborder, c'est ce facteur-là de généralisation des conséquences pour tout le monde. Et un élément important, c'est quand même le rôle de ces pays-là, le Niger, le Mali, le Burkina, dans la lutte antiterroriste. Et ça, on l'a toujours dit, vous ne pouvez pas faire une lutte antiterroriste en écartant ceux-là qui constituent l'épicentre même de la menace. Et donc, aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, il va falloir une solution négociée à cette sortie-là, si jamais elle devait être actée. Et finalement, l'alliance... On va finir là-dessus. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous croyez justement à une solution négociée? Oui. On va finir là-dessus. La solution négociée, elle s'impose parce que nous sommes dans les relations internationales et nous sommes dans l'ordre de la négociation internationale. Chaque État a quelque chose à gagner ou à perdre. Donc, il va falloir forcément s'asseoir autour d'une table, et cette fois-ci de manière vraiment constructive pour pouvoir avancer. Parce qu'aujourd'hui, on est arrivé à un point où la crise de confiance est à un tel point que ça rend assez difficile des négociations. Il vaut mieux vivre seul que mal accompagné, c'est peut-être la posture. Oui, vous savez ce que le président Tinubu avait qualifié à quelques mois ou quelques mois lors du sommet passé d'alliance fantôme, est en train de devenir aujourd'hui de prendre forme et de montrer quand même que la dynamique qui avait été enclenchée, nous l'avons débattu ici, qui avait été enclenchée était une dynamique, ce n'était pas une organisation créée comme ça de toutes pièces, elle était pensée, elle avait un objectif. Et peut-être on est en train de voir aujourd'hui là où voulaient aller ces États-là en créant à l'époque l'AES. Donc la négociation, pour ma part, est assez importante à la fois pour ces pays-là qui s'en vont ou qui veulent partir, autant pour les pays restants donc, de la CEDEAO. Parce qu'il ne faut pas oublier, et ça j'en finirai là-dessus, on parle de CEDEAO des peuples. C'est ça. Mais malheureusement, on n'a pas pu réaliser cet objectif-là, cette ambition de CEDEAO des peuples. Et peut-être il faudra peut-être que maintenant, on puisse mettre en avant l'intérêt des peuples dans la résolution de cette crise-là. Parce que vous imaginez que cette CEDEAO des peuples qu'on aurait voulu, également, c'est assez difficile. Parce que lorsque vous voyez que nous avons des chefs d'État et que c'est la décision des chefs d'État qui prime. Donc, et puis, c'est assez contradictoire et assez paradoxal. Mais c'est important de tenir compte donc, de cette population qui souffre effectivement dans les négociations de sortie qui seront certainement menées. La CEDEAO parle donc de solutions négociées, en tout cas se dit prête pour une solution négociée. Hamzat Abdoulaye, on finit là-dessus. Oui. Vous y croyez peut-être? Et si oui, à quel point? Écoutez, il y a un proverbe en bas que j'aime citer qui dit souvent « On ne rase pas la tête à quelqu'un en son absence ». Et je pense que dans sa posture, la CEDEAO n'a pas compris les enjeux et n'a pas compris surtout l'intérêt de ces États qui, quand même, revendiquaient quelque chose de légitime. Et en matière de souveraineté aussi, je pense que la CEDEAO s'est imbriquée dans des choses qui n'étaient pas foncièrement de son ressort. Et ça crée toujours ces dommages qu'on continue d'observer aujourd'hui. Et je finirai là-dessus en évoquant une chose très importante. La sortie de ces États, ça marque un pas très important dans une dynamique qui est en train de se construire. Et cette dynamique revendique une certaine souveraineté. Mais vous êtes d'accord avec moi que la prochaine étape pourrait être la souveraineté monétaire. Justement. Et ça pourrait mettre vraiment en péril l'organisation monétaire qui
en quelque sorte le nerf qui tient la CEDEAO et l'UEMOA aussi. Donc je pense que la sortie du CFA pourrait être la prochaine étape. Wait and see, comme les autres le disent. C'est un sujet sur lequel nous reviendrons dans nos prochaines émissions. Merci à vous, Hamzat Abdoulaye. Merci à vous, Olivier Michel de Campos. Je précise que vous êtes tous deux analystes et consultants géopolitiques. Avec vous, on abordait l'escalade, j'ai envie de dire, de la tension entre les États de l'Alliance du Sahel, enfin l'AES et donc la CEDEAO. La discussion se poursuit sur nos canaux digitaux. C'était Matin d'Éden. Bonne suite de journée à chacun et à tous.